Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Panorama Santé Environnement. Aujourd'hui, nous allons parler des pathologies ophtalmologiques et spécifiquement, nous allons parler donc des nouvelles technologies dans la prise en charge des pathologies ophtalmologiques, beaucoup plus de la phaco-émulsification dans la prise en charge des pathologies ou de la cataracte. Et pour en parler, nous avions donc reçu pour vous le professeur agrégé Atipo Tsiba Pépin-William. Il est chef de service d'ophtalmologie au CHU de Brazzaville et praticien à la clinique médicale optique CEMO de Brazzaville. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur, il y a quelque temps, d'abord, vous avez les félicitations de Panorama Santé et Environnement. Quelle est déjà votre satisfaction aujourd'hui? Jeune professeur en ophtalmologie, on a connu le professeur Kaya, c'est peut-être l'unique, hein? Et vous venez. Quelle est votre satisfaction d'abord? Bon, je commence d'abord par rendre hommage à notre maître, le professeur Kaya. Il était l'unique professeur en ophtalmologie. Le grand professeur agrégé d'ophtalmologie au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, Et avec vous, vous êtes maintenant deux. Il nous a montré la voie. Donc actuellement, il y a deux professeurs agrégés. Et c'est une très bonne chose. La satisfaction que je peux avoir aujourd'hui, c'est de dire que on essaye de montrer le chemin aux plus jeunes et on essaye également d'apporter le peu qu'on connaît pour pouvoir avancer dans le sens de l'amélioration déjà des enseignements des étudiants à la faculté de médecine, mais également l'amélioration de la prise en charge des patients aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Vous parlez du secteur public, vous parlez également du secteur privé. C'est vrai qu'actuellement, le concept, c'est le développement du PPP, hein, c'est-à-dire partenariat privé-public. Est-ce que, déjà, professeur, il n'y a pas conflit d'intérêt? Travailler dans le secteur public et vous êtes en même temps praticien dans le secteur privé. Il n'y a pas conflit d'intérêt? Non. Comme vous l'avez dit, normalement, il y a un partenariat, il y a une complémentarité entre le public et le privé. Les lois qui régissent la pratique de la médecine au Congo-Brazzaville nous spécifient simplement que quand vous travaillez en public, vous devez d'abord avoir assumé vos fonctions en public et dans un deuxième temps, vous pouvez faire le privé. Donc il n'y a pas de contradiction. Dans certains pays, le privé se fait même à l'intérieur de la structure publique. Donc il n'y a pas de contradiction du tout, il y a plutôt complémentarité. Complémentarité, à quel niveau? Niveau technique, niveau de ressources? Complémentarité parce que dans nos pays, généralement, le public, ça va généralement un peu plus lentement. Et le public, il n'y a pas toujours les moyens qu'on peut trouver en privé. Donc, ça veut dire que le secteur privé est différent du secteur public. Non, si déjà vous pouvez nous faire... Essayez de nous peindre la situation, le tableau de la situation du service d'ophtalmologie au CHU de Brazzaville. La situation du service d'ophtalmologie au CHU de Brazzaville, actuellement, elle est assez délicate parce que nous avons 3 box de consultation. Les box de consultation, il n'y a qu'un seul qui marche un peu plus ou moins. Les 2 autres sont quasiment à l'arrêt et en panne. Et puis nous avons également un grand problème au niveau du bloc opératoire, où nous avons des microscopes, c'est vrai, mais il nous manque du matériel pour pouvoir opérer. Donc le bloc opératoire, on peut dire que l'activité actuellement est quasiment à l'arrêt. Mais cette situation est bien connue des autorités, donc la direction du CHU, parce que nous avons écrit plusieurs fois. On a fait le plaidoyer. On a fait des courriers en spécifiant qu'il y a des problèmes dans le cadre de la prise en charge des patients déjà en consultation, mais encore plus au bloc opératoire parce qu'on n'a pas le matériel. Les autorités sont informées et la nouvelle direction du CHU. Donc nous espérons que dans un futur proche, que la situation trouvera une solution qui nous permettra d'améliorer la prise en charge des patients, aussi bien dans la consultation que dans le privé. L'importance des pathologies ophtalmologiques, quelquefois les urgences, comment vous faites pour pallier à ce manquement? Raison pour laquelle, dès le départ, j'ai dit qu'entre le privé et le public, il y a complémentarité. Ce que nous faisons, c'est qu'on essaye de fonctionner avec le box qui marche. Et puis, au bloc opératoire, on essaye de temps en temps d'opérer les patients quand on le peut. Maintenant, quand on n'arrive pas, on est quelquefois obligé de référer les patients en privé. Donc, pour pouvoir les prendre en charge quand les moyens le permettent. Mais lorsqu'on n'arrive pas à les prendre en charge aussi bien en privé qu'en public, on est obligé de faire des évacuations sanitaires, ce qui est dommage parce que c'est des évacuations qui coûtent beaucoup d'argent à l'État et qui ne sont pas toujours à la portée de tous les Congolais. Parce que l'objectif pour nous, comme j'ai dit dès le départ,
c'est d'améliorer la prise en charge des patients, c'est de voir un tout petit peu l'immense majorité. Qu'est-ce que nous pouvons servir ou qu'est-ce que nous pouvons proposer au mieux pour le Congolais moyen, pour la majorité. Donc, est-ce que ces Congolais moyens, en l'absence de la fonctionnalité du service d'ophtalmologie au CHU de Brazzaville, est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent aussi reprendre à la prise en charge dans le secteur privé? Je voulais juste rectifier, ce n'est pas l'absence de fonctionnalité, c'est une difficulté de fonctionnalité parce qu'il y a un certain nombre d'appareils qui ne marchent pas. Qui font que... On arrive, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ce que nous espérons, c'est qu'on arrive à prodiguer des soins, mais c'est en deçà de nos espérances. Donc on espère faire mieux, déjà faire fonctionner ce qui existe et améliorer également la prise en charge en augmentant le nombre d'interventions chirurgicales au bloc, ce qui n'est pas le cas actuellement parce qu'il nous manque du matériel. Je répète encore que l'actuelle direction du CHU a été informée. Nous avons adressé plusieurs courriers en ce sens. On espère que dans un futur proche, qu'il y aura une solution dans ce sens. Au niveau du secteur privé, est-ce qu'il y a aussi des répondants? Est-ce qu'il y a adhésion des populations compte tenu de la situation conjoncturelle, du point de vue économique? Évidemment, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il faut se dire que la pratique en privé, ça c'est une conception qui est peut-être personnelle. Nous travaillons d'abord pour le Congolais moyen, parce qu'on sait qu'il faut se rendre à l'évidence, les gens qui sont très très riches, le plus souvent se faire soigner à l'extérieur. Donc ce que nous faisons, c'est de pouvoir apporter les soins de qualité aux Congolais moyens. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il y a une complémentarité. Donc nous, ce que nous faisons en privé, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des consultations à un coût qui permet aux Congolais moyens de venir donc se faire examiner, mais également d'apporter des soins de qualité avec un coût qui soit acceptable, qui soit possible à être payé par le Congolais moyen. On entend par le Congolais moyen celui qui est fonctionnaire, celui qui a un salaire moyen qui lui permet d'aller quand même dans le secteur privé, mais dans l'immense majorité des cas, quand nous pouvons prendre les patients en charge au CHU, on le fait au CHU. Mais lorsqu'on n'arrive pas, on est contraint de le faire en privé parce qu'on n'a pas tout le matériel au CHU, comme on a dit. Merci, professeur. En 2011, une étude réalisée par Bill Gates avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Initiative Santé en Afrique et le gouvernement congolais avait mené une étude. Et au sortir de cette étude-là, le constat a été fait que le secteur privé de la santé représente 56% d'offres de soins. Je dis bien 56% d'offres de soins. Et on se repose cette question aujourd'hui. Comment pouvons-nous expliquer que celui qui est le Congolais qui est en Tsambanzasi a une infirmité à vie ou meurt parce qu'il manque une structure de santé adéquate, et moi, docteur Ouvaga, parce que député, à la moindre tout, je suis envoyé je suis exfiltré médicalement à l'extérieur. Sur quel principe on peut expliquer ça? Sur quel principe on peut expliquer que il manque le paracétamol en Tsambanzasi, mais vous allez trouver le Coca-Cola en Tsambanzasi? Alors posons-nous la question. Si nous voulons que le paracétamol arrive en Tsambanzasi, mais pourquoi ne pas le paracétamol arrive à Tsambanzasi? Pourquoi ne pas demander aux vendeurs de Coca-Cola d'emmener le paracétamol? Nous sommes sûrs que le paracétamol arrivera. Mais quand je parle de Coca-Cola, ça veut dire le privé. En réponse aux urgences du temps présent, le programme de société de la République, la marche vers le développement, préconise à la page 38, alinéa 7, d'encourager les initiatives privées d'offres de soins de santé. Et vous savez que la Constitution, celle du 20 octobre 2015, dispose et prévoit que chacun a le droit de créer une structure privée de santé. Ce décor étant planté, le ministère de la Santé a inclus ses préconisations politiques dans son plan de travail. Et la vision de Madame la ministre de la Santé, c'est d'avoir un développement sanitaire maîtrisé, intégré, durable, centré sur les attentes des Congolais, sur leur demande de soins, cohérent avec le niveau de développement économique, mais fondé sur des soins de santé offerts aussi bien par le secteur public que par le secteur privé. Il est clair que nous n'arrivons pas sur un vide juridique. Des textes existent et les missions de l'Inspection nationale de la santé ont prouvé que le secteur de la santé devait être davantage supervisé par le secteur public, mais aussi contrôlé par l'inspection
pour que on éloigne de vous ceux qui vont être porteurs de préjugés défavorables de votre action qui est noble. Ensemble, nous prenons la bonne voie, celle qui consiste et qui permettra au système de santé de marcher sur ses deux pieds, du secteur privé et du secteur public, afin d'améliorer la gouvernance, d'améliorer la qualité des soins et pour le plus grand des santé de Congolais, afin que les indicateurs de santé puissent s'améliorer. Nous avions dit, comme vous avez suivi dans notre introduction, on parlera donc de la cataracte. La cataracte qui est une maladie ophtalmologique. Le professeur va beaucoup plus nous en parler. C'est quoi la cataracte déjà? La cataracte, pour être simple, c'est que dans l'œil, il y a une loupe naturelle qu'on appelle le cristallin. Dès lors que cette loupe-là perd sa transparence en totalité ou en partie, c'est ce qu'on appelle la cataracte. Donc cette loupe naturelle s'appelle le cristallin. Et lorsque le cristallin perd sa transparence, c'est ce qu'on appelle la cataracte. Et quelles sont les causes? Les causes sont multiples. Mais dans notre contexte, la première cause, c'est l'âge. Donc plus la personne prend de l'âge, plus le cristallin perd sa transparence. Séniles. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle cataracte involutionnelle. Mais il y a aussi d'autres causes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des maladies qui vont entraîner la cataracte. Dans notre contexte, la première, c'est le diabète. Mais il y a aussi des cataractes liées à des infections au niveau de l'œil, il y a des traumatismes au niveau de l'œil, liés à des maladies inflammatoires, liées à des tumeurs, donc il y a des multiples. Maintenant, si on peut se résumer chez nous, en grande partie, c'est d'abord la cataracte liée à l'âge, donc qui va apparaître le plus souvent au-delà de 65 ans, et la cataracte liée au diabète. Quelle est l'évolution de la maladie? L'évolution en l'absence du traitement. En l'absence du traitement, la personne perd la vision. Donc une perte de vision qui est progressive, qui va durer des mois, voire des années, et la personne perd sa vision. C'est irréversible ou bien on peut toujours... Lorsque la cataracte n'est pas associée à d'autres maladies, parce que le succès de l'intervention ou le succès du traitement de la cataracte dépend de son association ou pas à d'autres maladies au niveau de l'œil. Lorsque le cristallin est opaque et que les autres structures de l'œil, notamment la rétine, la cornée ou le nerf optique, n'ont pas de maladie, une fois la personne opérée, elle recouvre sa vue. Elle recouvre en totalité sa vue à 100% avec ou sans lunettes. Maintenant, quand la cataracte est associée à d'autres maladies comme le glaucome, ou comme la rétinopathie diabétique, ou comme des lésions d'opacification au niveau de la cornée, à ce moment-là, le pronostic de la récupération dépendra aussi bien de la cataracte, mais également de la pathologie associée à la cataracte. Voilà. Mais dans l'immense majorité des cas, étant donné que c'est une cataracte qui est liée à l'âge, le plus souvent les structures en avant et en arrière du cristallin sont en bon état, donc la récupération elle est quasi complète. Oui. Et c'est quoi le traitement de la cataracte? Le traitement de la cataracte est chirurgical, il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de médicament. Donc c'est pas médicamenteux. Voilà, dans la strictement... Le traitement de la cataracte est chirurgical. Il n'y a pas de médicament à donner pour que la cataracte disparaisse. Dans la cataracte, c'est le cristallin qui perd sa transparence. Le cristallin, c'est cette petite lentille en arrière de la pupille qui fait converger les photons sur la rétine et permet d'accommoder, c'est-à-dire de voir de près. Si le cristallin devient opaque dans sa totalité, il passera moins de photons. La vision deviendra progressivement floue, avec altération de la vision des couleurs. Si seule une partie du cristallin s'opacifie, on pourra avoir des phénomènes d'éblouissement, surtout gênants la nuit pour la conduite nocturne. Si seul le noyau central s'opacifie, une vision double d'un seul œil pourra même être ressentie. Quoi qu'il en soit, le traitement de la cataracte sera un acte chirurgical qui consiste à remplacer le cristallin. Maintenant, dans la prise en charge de la cataracte, dans le traitement chirurgical, il y a plusieurs techniques. Actuellement, les techniques utilisées, si on peut les résumer, c'est la technique manuelle, où on ne va pas utiliser la machine, et la technique avec l'utilisation de la machine qu'on appelle phacoémulsification, qui est actuellement la référence au niveau mondial. Donc quand une personne part se faire opérer de la cataracte proche de chez nous, comme au Maroc, ou en Tunisie, ou en Afrique du Sud, encore plus dans les pays européens ou aux États-Unis, c'est d'abord la phacoémulsification. Maintenant, il peut arriver que le chirurgien, en fonction de l'indication de l'opération, des conditions de l'œil, il peut convertir en faisant une technique manuelle. Mais d'abord, la référence, c'est la phacoémulsification. Dans la majorité des cas,
On procède de la façon suivante. En début d'intervention, la partie antérieure de l'œil est remplie par un produit dit viscoélastique qui permettra de protéger les tissus et notamment la cornée. Le chirurgien pourra alors enlever la partie antérieure de l'enveloppe du cristallin en réalisant ce que l'on appelle un capsulorhexis. Avec un phacoémulsificateur à ultrasons, il pulvérisera et aspirera tout l'intérieur du cristallin en ne laissant que l'enveloppe postérieure. Dans cette enveloppe, il placera une lentille intraoculaire, appelée implant, dont la puissance de convergence aura été calculée par échographie et dont les anses assureront la stabilité. Est-ce que la phacoémulsification, c'est une nouvelle technologie, on peut dire? Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, où vous êtes chef de service, est-ce que ça se fait? Évidemment, quand vous le dites, la cataracte, l'opération de la cataracte est l'une des interventions les plus pratiquées actuellement au monde. Je rectifie juste, la phacoémulsification n'est pas une nouvelle technique, parce qu'elle est pratiquée depuis plus de 20 ans dans certains pays. Mais simplement, il y a un retard dans les pays africains, en particulier les pays au sud du Sahara. Mais sinon, pour nous, c'est une nouvelle technologie. Pour nous, en guillemets, on peut appeler ça une nouvelle technologie. Maintenant, au CHU, nous ne disposons pas de machine, parce que pour faire la phacoémulsification, il faut avoir une machine. Cette machine, nous ne l'avons pas au CHU. Est-ce que le CHU n'a pas pu acquérir la machine? C'est par manque de ressources humaines, dans le cadre d'utilisation de la machine, ou simplement le manque de vision d'investissement en termes de développement de l'activité ophtalmologique? Bon, disons que manque de ressources humaines, je ne dirais pas. Parce que de toute façon, dans des planifications, des programmes, quand on veut acquérir un matériel à nouveau, l'hôpital doit déjà programmer, former quelqu'un ou former des personnes qui seront aptes à utiliser la machine. Maintenant, est-ce que ça n'a pas été une vision des autorités d'avant? Je ne pense pas, parce qu'il faut tenir compte aussi d'un certain nombre de contraintes. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ou quels ont été les budgets qui ont été alloués par rapport au fonctionnement des différents services, mais nous pouvons simplement dire que nous espérons. Et quand on voit le budget alloué en termes d'évacuation, c'est énorme, on pouvait aussi acheter. Ça ne doit pas coûter les yeux à la tête. Ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, quand on regarde un tout petit peu les coûts des appareils de phaco, on peut les acquérir. Je peux même vous donner le montant. Les machines diffèrent en fonction des qualités. Je prends voilà, mais il y a des machines de qualité moyenne qui sont fabriquées. Dans le CHU au niveau supérieur, d'une structure universitaire. Si on met au niveau d'une structure universitaire, ça coûte pas si cher. Une machine à phaco coûte dans l'ordre de 30 à 40 millions, donc c'est pas cher. Mais non, actuellement, il y a même des machines qui sont fabriquées qui coûtent 15 millions. 6 patients évacués au Maroc et ailleurs. Bon, nous n'avons pas des chiffres des coûts d'évacuation, mais nous savons qu'un patient qui part au Maroc... Selon nos investigations, nous apprenons qu'au Maroc, la phacoémulsification peut coûter à l'ordre de 1 à 1,5 million en termes par rapport aux structures. Et aussi, on peut dire que quand on voit le titre de séjour, tout ça, il faut arrondir à 4-5 millions. Vous avez parfaitement raison. Généralement, quand un patient part pour une opération de la cataracte, le plus souvent, c'est les 2 yeux. Donc, il faut arrondir déjà à 2 millions et demi pour l'intervention. Le séjour et autres, il faut arrondir autour de 4 millions. Donc, ça veut dire qu'avec 10 personnes qui vont se faire opérer la cataracte, on a l'appareil. On peut acquérir une très belle machine de phaco au CHU de Brazzaville. Ce que je dis, c'est une vision de management ou simplement... c'est un peu difficile pour nous d'analyser ou de critiquer. Si vous avez un plaidoyer. S'il y a un plaidoyer à faire, c'est juste que les autorités nous écoutent et que l'objectif qu'on a... Au début de l'émission, nous avons dit on rend hommage à notre maître, le professeur Kaya, mais nous rendons aussi hommage à tous ceux qui font que les structures de santé avancent. Donc l'espoir que nous avons, c'est que dans un avenir proche, qu'on arrive à acquérir l'appareil à phacoémulsification au CHU de Brazzaville pour donner à l'immense majorité. Juste une parenthèse, vous voyez, dans des pays développés,
ceux qui ont des chaînes Canal+, ceux qui regardent la chaîne, c'est pas faire de la publicité, hein, c'est la chaîne nationale géographique. Chez les autres, même chez le chien, les vétérinaires l'opèrent d'abord par phacoémulsification. Donc si déjà, chez les autres, on arrive à opérer les un animaux chien, bénéficient de voilà, donc ça veut dire que nous, on ne doit pas être toujours en retard en disant qu'on fait au minimum. Je pense qu'on doit pouvoir donner le meilleur et donc, si notre espoir, c'est qu'on ait une machine au siège pour la faire la phaco. phacoémulsification au Congo n'existe pas. Donc, quand vous voulez opérer des gens, vous êtes obligé de les référer ailleurs. Non, pour l'heure, non. Actuellement, nous bénéficions, je répète encore, c'est de l'information, donc c'est pas de la publicité. Nous avons dit au départ que quand on n'arrive pas à prendre les patients en charge au CHU, on peut les référer en privé. La clinique médicale optique dispose d'une machine à phacoémulsification. Et cette machine-là a déjà été utilisée 2 ou 3 fois par des confrères venus de l'extérieur. Nous avons profité, il y a quelques semaines, d'une formation auprès d'un de ses partenaires ou confrères qui a plus de 20 ans d'expérience en matière de phacoémulsification. Donc, nous préconisons pouvoir utiliser cette machine pour pouvoir réduire les évacuations sanitaires, mais aussi, l'idée, c'est de mettre à la portée du Congolais moyen cette technique pour pouvoir améliorer la récupération visuelle des patients opérés de la cataracte. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que la phacoémulsification peut se faire sur place à Brazzaville? La phacoémulsification, oui. Actuellement, elle peut se faire à Brazzaville. Parce que nous à la disposons... clinique médicale optique. Exactement, la clinique médicale optique dispose d'une machine à phacoémulsification et le projet, donc, c'est de voir dans quelle mesure nous allons faire cette technique pour qu'elle soit abordable, qu'elle ne coûte pas aussi cher qu'au Maroc, parce qu'on sait que... Ces interventions soient abordables. Vous voulez faire allusion à quoi? Nous savons qu'au Maroc, les soins coûtent... déjà, la technologie est répandue. À 1 million, c'est déjà pour certains ménages où la quasi-majorité des ménages congolais, c'est exagéré, c'est énorme. Et quand vous parlez de abordable, vous voulez dire quoi? Bon, nous disons que ce serait à la moitié? Vous êtes capable de réduire le montant à moitié? Nous sommes capables de faire plus que ça. Je disais tout à l'heure que nous étions au Benin, donc à Cotonou, auprès d'un confrère qui a plus de 20 ans d'expérience, qui dispose d'un centre privé où il fait depuis plus de 20 ans la phacoémulsification. Il a fait un coût moindre, c'est-à-dire qu'en fait, il a pu, en réduisant le nombre de consommables, bien sûr, en gardant la qualité de l'intervention, mais aussi en s'approvisionnement par des intermédiaires et des circuits sûrs, avec du matériel de très bonne qualité, réduire le coût de la cataracte. Est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié de la subvention de l'État pour Non, y pas arriver? du tout. C'est une structure privée. J'ai vu, oui, moi-même, dans le cadre du PPP, partenariat public-privé, le secteur public peut aussi venir en aide au secteur privé. C'est vrai, mais j'ai discuté avec lui, c'est des fonds privés, c'est ces fonds privés. Il a pris des crédits au niveau des banques qui lui ont permis de construire sa structure et d'opérer les patients. Actuellement, dans sa structure au Bénin, il fait la phacoémulsification à 360 000. Et nous, ce que nous préconisons, c'est de pouvoir faire cette phacoémulsification, comme nous l'avons dit, qu'elle soit abordable par rapport au Congolais moyen, et qu'elle coûte actuellement, enfin, c'est-à-dire que le coût que nous préconisons, c'est 350 000. Ça reste relativement élevé. 350 000 francs. Exactement. Ça reste relativement élevé pour le Congolais moyen, mais c'est le minimum qu'on peut faire. Parce qu'en privé, nous avons une machine à utiliser, nous avons des consommables à racheter. De 1 million au Maroc, l'intervention coûtera 350 000. Nous pensons avoir diminué le coût de près du tiers. Et nous espérons simplement que l'immense majorité pourra avoir accès à cette technologie. Est-ce que vous pouvez garantir la pérennité de cette activité, ou simplement vous voulez lancer une activité de charme avec la nouvelle technologie, puisque vous avez l'exclusivité au Congo avec la phacoémulsification, et à un moment donné, quand les gens vont s'habituer, vous allez augmenter les prix? C'est pas une stratégie, c'est pas un appât? Non, pas du tout, pas du tout. Disons que vous allez garantir oui, que la phacoémulsification oui, au Congo oui, sera réduit, c'est-à-dire vous tenez à ce montant de 350. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, nous avons essayé d'analyser un tout petit peu les circuits d'approvisionnement. Nous avons analysé également le salaire moyen du Congolais. Évidemment, nous avons pris également en compte les charges que nous avons lorsqu'on réalise cette intervention chirurgicale. On pense qu'avec 350 000, le Congolais moyen peut faire un effort pour pouvoir avoir accès à cette technologie. Parce que comparé au prix du Maroc,
où il faut dépenser en moyenne 4 millions avec les déplacements et tout. Donc la différence, elle est nettement significative. Et deuxièmement, nous avons des circuits d'approvisionnement qui nous permettront d'assurer la pérennité. C'est pas une campagne, excusez-moi l'expression, c'est pas une campagne politique. Nous donnons une information pour dire aux patients qu'à partir de maintenant, au niveau de la clinique médicale optique, il y a généralement les patients disent chirurgie de la cataracte par laser, c'est par ultrason. Donc il y aura la chirurgie de la cataracte par ultrason au niveau de la clinique médicale optique. C'est quoi la différence? Parce que vous faites, je voulais y revenir. Oui. Quel avantage vous avez à faire par technique manuelle et par ultrason que vous appelez la phacoémulsification? La différence, c'est que quand on fait la technique manuelle, l'ouverture de l'œil, c'est vrai qu'elle n'est pas visible. Hein. Quand on la fait bien, tout se passe bien. C'est une ouverture qui est à peu près de 5-6 mm. Généralement, le risque de complication peut être un peu plus important pendant l'opération et après avec la technique manuelle. Mais quand elle est bien faite, ça se passe bien. De toute façon, la plupart des patients qu'on a opérés jusqu'aujourd'hui, on n'a pas la prétention d'avoir 100% de succès, mais en tout cas, l'immense majorité de nos patients sont contents des interventions que nous réalisons jusqu'aujourd'hui. Mais l'avantage de la phacoémulsification, c'est qu'on va faire des incisions, des micro-incisions, qui ne vont pas dépasser 3 mm. Donc ça sera tout petit. On peut opérer un patient le matin et enlever le bandage l'après-midi. Il va déjà voir beaucoup mieux, avec des risques de complications moindres. Donc avec une récupération qui sera beaucoup plus rapide et moins d'inflammation à l'intérieur de l'œil comparé à la technique usuelle ou habituelle qu'on fait actuellement. Ce qui est très recommandé pour les diabétiques, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la technique, la chirurgie de la cataracte, par phacoémulsification, elle est actuellement la référence mondiale. La référence. Mais non, lorsque la cataracte survient dans un contexte particulier, par exemple de quelqu'un qui a du diabète ou a une autre maladie au niveau de l'œil, l'incision étant minime, les complications sont moins, donc elle est un peu plus indiquée, ou plus indiquée que la technique conventionnelle. Alors, 350 000, c'est assez raisonnable pour cette nouvelle technologie qui vient donc de faire son entrée à Brazzaville par le biais de la clinique dont vous êtes l'un des principaux praticiens. Mais les Congolais peuvent se dire, mais si j'ai du mal à trouver 350 000, est-ce qu'on ne peut pas passer par palier? Je fais un versement, et puis après, comment? Puisqu'on n'est pas toujours assuré avec la conjoncture. D'accord. Bon, mais il faut se dire aussi, c'est que nous, on est, comme vous l'avez dit, praticiens. Donc, le côté administratif, ça, il faut voir avec ceux qui gèrent la clinique sur le plan administratif. Est-ce qu'il y aura une possibilité de payer par palier? C'est une question peut-être à poser à la direction de la clinique. Ou est-ce qu'il faut payer en totalité? Je pense que c'est peut-être l'idéal parce que c'est ce qui permet d'acheter aussi le matériel pour faire l'intervention. Maintenant, les combinaisons possibles et imaginables, je pense que ta réponse serait la question... elle est mieux à être posée à la direction de la clinique. La direction de cette clinique. Nous faisons donc le plaidoyer pour que les responsables de cette clinique essayent de regarder, étant donné que vous avez l'exclusivité et que vous voulez vraiment mettre la technologie à la portée de tous, ce serait l'idéal d'ouvrir ce genre de passerelle. Mais la cataracte est une urgence chirurgicale? La cataracte peut être une urgence chez les enfants, pas chez l'adulte. La cataracte n'est pas une urgence. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, vous avez une cataracte, maintenant il faut qu'on vous opère le jour qui vient, parce que sinon vous allez perdre définitivement la vue. Non. Dans certaines situations, elle peut devenir une urgence. Chez l'adulte, généralement, c'est chez les patients qui sont diabétiques. Quand il y a une cataracte, le médecin ne peut plus voir la partie postérieure de l'œil. Donc il est incapable de contrôler les complications gravissimes du diabète. On en a parlé déjà lors des émissions précédentes, les hémorragies au niveau de la rétine. À ce moment-là, la cataracte chez le diabétique peut être une urgence relative qui permet au médecin de voir la partie postérieure de l'œil et donc de faire des traitements appropriés pour éviter que ces complications de rétinopathie diabétique soient responsables d'une cécité. Cécité, c'est une perte de la vision définitive. La cataracte, c'est une perte de la vision qui est réversible. Mais les complications, certaines complications du diabète, c'est une perte irréversible. Maintenant, chez l'enfant, la cataracte peut devenir une urgence, surtout quand elle intéresse un seul œil. Pourquoi? Parce que la vision de l'enfant se développe jusqu'à peu près 12-13 ans, ce qui correspond également à un développement du cortex visuel, donc du cerveau qui correspond aux yeux, la partie du cerveau qui correspond à l'œil.
Maintenant, quand il y a un œil qui ne voit pas ou qui ne voit pas bien, l'image ne se formant pas correctement au niveau du cortex cérébral, les neurones, les connexions ne se font pas bien. Donc c'est un enfant qui risque, même si on l'opère à l'âge adulte, d'avoir un œil qui sera paresseux, qui sera très très faible, comparé à l'œil qui n'a pas eu la cataracte. Puisque la communication avec l'enfant pose problème, comment savoir que l'enfant a ce genre de pathologie et que c'est une urgence? Bon, déjà, ce que nous ne faisons pas sous nous normalement, un enfant qui commence à aller au préscolaire doit avoir un examen d'ophtalmologie systématique. Ça, c'est déjà ce qui nous permet de voir si l'enfant voit bien ou pas. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les parents ou les maîtresses à l'école doivent être attentifs. Est-ce que l'enfant regarde bien? Est-ce que l'enfant écrit bien sur le cahier? Ou est-ce que l'enfant a des difficultés? Ça aussi, c'est un deuxième moyen d'emmener l'enfant en consultation pour voir s'il y a des problèmes de cataracte ou pas. Et troisièmement, généralement, quand c'est une cataracte, parce que l'enfant, le plus souvent, il a du mal à s'exprimer quand la cataracte intéresse un seul œil. Mais les parents peuvent être attentifs en regardant ce qu'on appelle une locochorie, c'est-à-dire qu'en regardant la lueur pupillaire, le centre de l'œil, on peut voir une tache blanche. Cette tache blanche peut signer la cataracte, mais peut signer aussi d'autres maladies graves. Donc c'est des éléments qui peuvent faire que les parents emmènent l'enfant en consultation et à ce moment-là, on peut te diagnostiquer de la cataracte et on fait le traitement. L'œil humain ressemble à un appareil photographique qui fonctionne avec deux lentilles qui travaillent ensemble pour faire la mise au point sur le feuillet sensible qui s'appelle la rétine. La première lentille s'appelle la cornée et la deuxième s'appelle le cristallin. Le cristallin se situe en arrière de la pupille, qui est l'ouverture du diaphragme de l'iris, l'iris étant la partie colorée en bleu ou en marron que l'on peut voir de l'extérieur de l'œil. Le cristallin n'est donc pas visible derrière l'iris, mais avec l'âge, il devient opaque et c'est cela qu'on appelle la cataracte. Dans un œil normal, la cornée et le cristallin centrent, c'est-à-dire focalisent la lumière sur la rétine. Les rayons de lumière passent à travers la cornée, puis à travers le cristallin, et en ce faisant, ils convergent vers un seul point sur la rétine, de façon à former l'image qui sera transmise sous forme d'une impulsion électrique au travers du nerf optique jusqu'au cerveau. Pour le patient atteint d'une cataracte, le cristallin s'assombrit, il s'opacifie, et des changements apparaissent dans la structure des protéines qui composent cette lentille. L'opacification qui en résulte disperse les rayons lumineux qui passent à travers le cristallin et la personne voit de façon trouble et floue. Le seul traitement pour une cataracte est d'enlever l'intérieur du cristallin et de le remplacer par une lentille synthétique chirurgicalement. Cette lentille s'appelle un implant. La chirurgie de la cataracte n'a rien de nouveau. La première lentille implantée a été posée il y a environ 60 ans et chaque année, plus de 15 millions de personnes subissent l'opération de la cataracte dans le monde. Puisque les évacuations, le centre hospitalier universitaire ne dispose pas d'un appareil de phacoémulsification et que ça a toujours été l'objet des évacuations, ce que vous préconisez pour l'heure, étant chef de service d'ophtalmologie au CHU, praticien au CEMO, et vous ne pensez pas mettre en place une sorte de passerelle de partenariat pour que le CEMO soit cette structure qui va commencer à répondre aux urgences, aux évacuations dans ce sens, pour qu'on essaye de pallier à ces dépenses budgétivores en termes d'évacuation dans ce domaine? Bon. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, vous n'envisagez pas je pense que la passerelle, il faut plutôt voir au niveau du ministère. Donc, il faut dire qu'au niveau du ministère, ceux qui ont la décision... Étant praticien au niveau du CEMO, est-ce que vous c'est- avez remonté l'information au niveau du ministère? Non. Nous, on suit l'administration. Et nous ne pouvons pas aller au niveau du ministère sans passer par la direction du CHU. Donc, nous remontons l'information au niveau de la direction du CHU. Et c'est la Est-ce que vous direction l'avez de fait voir avec... Oui, nous avons écrit des courriers au Avec niveau quel genre de projection partenariale? Non, avant de parler de partenariat, nous voulons d'abord que le CHU soit très bien équipé, parce que nous savons, même avec le coût de 350 000, tout le monde n'aura pas la possibilité de payer. Donc si le CHU dispose un jour d'une machine, c'est sûr que le coût, on pourra voir dans quelle mesure on peut encore le baisser pour que l'accès soit encore possible pour un grand nombre. Mais déjà l'État peut, dans le cadre du développement, on a vu
le cabinet du ministre de la Santé ou les autorités de l'administration sanitaire vantaient le partenariat PPP avec la Banque mondiale, avec le secteur privé de la santé. Bon, voilà, c'est ces genres d'opportunités qu'on peut saisir pour développer réellement le partenariat en injectant un peu de subventions pour que le Congolais moyen puisse encore en bénéficier à moindre coût. Est-ce que ce n'est pas possible? Oui, c'est possible. Mais ça, c'est des décisions politiques que nous ne pouvons pas prendre. C'est possible. C'est-à-dire que vous êtes des conseillers, des décideurs politiques, étant techniciens. Si vous avez un plaidoyer. Oui, le plaidoyer, c'est de voir dans quelle mesure les autorités au niveau du ministère qui peuvent réduire les évacuations en termes d'ophtalmologie pour investir un peu plus dans l'achat du matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le partenariat qu'on peut avoir, c'est déjà de voir dans quelle mesure on peut opérer les gens, peut-être de faire des évacuations, de les opérer à la clinique médicale optique, faire la phacoemulsification, ce qui fera un bénéfice énorme dans le cadre des budgets alloués aux évacuations, mais de se projeter également dans un futur proche, de voir dans quelle mesure on peut acheter cet appareil au niveau du CHU, qui ne coûte pas cher, pour voir comment est-ce que les gens, enfin nous, praticiens au niveau du CHU, on va utiliser cette machine pour faire de sorte que ceux qui veulent se faire opérer au CHU se feront opérer au CHU, ceux qui veulent aller en privé pour des raisons X, ils le feront en privé. Mais bon, pour l'instant, la situation est claire. Quel est votre planning? Est-ce que vous allez opérer tout le temps ou bien vous allez le faire par planning? Comment ça s'organise la prise en charge des cataractes par phacoemulsification à la clinique? Voilà, ce que nous avons prévu, c'est que même dans des grands centres, on n'opère pas tous les jours comme ça, il faut un programme. Et puis la machine, on ne peut pas l'utiliser pour une ou deux personnes. Donc il faut dire qu'on ait un nombre de patients pour pouvoir lancer la machine. Et un nombre de patients, je pense que nous pensons que normalement, au-delà de 5, voire 10, ce serait bien. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va essayer de faire des campagnes de 10, voire plus. 10, voire plus. Et pour ce mois-ci, nous prévoyons normalement faire une campagne, en tout cas avant la fin du mois de septembre. Tout au moins la dernière semaine du mois de septembre. On verra dans quelle mesure le nombre de patients qu'on aura déjà, qui auront déjà réglé leur situation pour être opérés. Et à ce moment-là, comment se faire enregistrer? C'est bénéficier de la prise en charge. Mais c'est déjà venir en consultation, se faire examiner, évidemment soit au CHU ou soit n'importe où. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre les gens. Nous répétons encore que nous ne faisons pas de la publicité. On ne peut pas contraindre les gens en disant il faut absolument venir à Médical Optique. Non. Si quelqu'un s'est fait consulter ailleurs et qu'on lui a dit qu'il y a une cataracte qu'il faut se faire opérer, s'il veut que ça soit par ultrason, phacoemulsification, on peut le faire à Médical Optique. Mais non, la moindre des choses, c'est que le minimum qu'on peut faire, le médecin qui opère doit avoir vu le patient avant. Donc nous conseillons aux gens qui ont des problèmes de vision, ceux qui ont majoritairement plus de 65 ans, donc qui sont prédisposés à faire une cataracte liée à l'âge, à passer d'abord en consultation. Ensuite, une fois le diagnostic posé, on pose l'indication d'intervention et c'est à ce moment-là qu'on verra dans quelle mesure on fera la programmation. Dans la mesure où vous parlez de l'urgence, la cataracte d'urgence sur les enfants et que le bilan ophtalmologique s'avère indispensable pour des enfants qui commencent la scolarité, est-ce que ce ne serait pas buté aussi, les parents sont quelquefois butés par des moyens financiers? Est-ce que vous n'avez pas une spécificité pour ces enfants qui viennent faire le bilan? Oui, mais ça dit qu'en fait, ça c'est une politique nationale. Normalement, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, travaillant en collaboration, devraient, je peux dire, avoir certaines exigences auprès des structures de santé, mais aussi des obligations d'éducation auprès des parents. Il y a des enfants qui échouent à l'école, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils ne voient pas bien. Parce qu'ils ont des problèmes de vue. Donc, logiquement, un enfant qui commence au préscolaire ou à l'école primaire doit avoir obligatoirement une consultation d'ophtalmologie. Mais non, cette consultation... Là, nous voyons que les enfants de 4 ans, 5 ans portaient déjà des... Oui. Des lunettes, oui, c'est possible. Oui, exactement. Il y a même on peut donner des lunettes à un bébé, c'est-à-dire que s'il y a une maladie. Donc, ces gens ne sont pas... Souvent, c'est pas la cataracte. Non, pas du tout. Pas toujours. D'accord? Pas toujours. Il y en a quand même qui... Non, mais on ne donne pas des lunettes pour la cataracte. On peut donner des lunettes après l'intervention de la cataracte. Mais l'enfant peut avoir besoin de lunettes parce qu'il a une maladie qu'on appelle des amétropies, donc trouble de la réfraction, qui nécessite un port de lunettes. Mais non, parlons du coup, ces gens et ces enfants ne sont pas obligés de faire les bilans de consultation en privé.
Il y a l'hôpital de Talangayo des ophtalmos, l'hôpital Blanche Gomez des ophtalmos, le CHU des ophtalmos, Makele, je ne sais pas, je pense, qui doit avoir un service d'ophtalmologie. À Blanche Gomez également. Donc, les parents peuvent aller avec des enfants en consultation, aussi bien en public qu'en privé, là où ils estiment qu'ils ont des moyens. Pour la phaco, humidification, cataracte, c'est bon. Pour l'instant, en tout cas, c'est assez bon. Dès votre sortie de la clinique, vous mettrez ou ferez mettre des gouttes de collyre dans votre œil. Le nom du collyre, la fréquence d'instillation et la durée du traitement seront stipulés sur votre ordonnance de départ. Votre vision va s'améliorer progressivement dans les jours qui suivront. Mais dans la majorité des cas, votre vision optimale ne sera obtenue qu'après modification de vos anciennes lunettes. Dès votre sortie de clinique, vous aurez l'autorisation de lire, regarder la télévision, vous promener, vous baisser, bref, de mener une vie normale. Mais vous devrez respecter 3 précautions pendant une quinzaine de jours. Tout d'abord, rien ne doit toucher votre œil. Un choc direct pourrait ouvrir votre cicatrice. Il vous est donc recommandé de ne pas faire de sport et de toujours porter dans la journée une paire de lunettes pour servir de protection et éviter qu'un petit enfant vous mette le doigt dans l'œil en venant vous embrasser. Deuxièmement, n'irritez pas votre œil. Faites attention au shampoing et au savon et ne mettez pas la tête sous l'eau à la piscine. Enfin, évitez toute source d'infection, évitez de prendre froid et ne côtoyez pas de personnes infectées. Une infection oculaire est quelque chose de grave qui nécessite un traitement d'extrême urgence. C'est pourquoi il vous est demandé, si jamais votre œil devient subitement rouge ou douloureux, ou s'il présente une baisse brutale de la vision, de téléphoner en urgence à votre chirurgien. Et si vous avez un dernier mot? Le dernier mot, le plaidoyer, c'est de demander aux autorités de faire que les soins oculaires ne coûtent pas aussi cher, de mettre à disposition des machines pour qu'on arrive à opérer la majorité, et surtout, le plaidoyer, le dernier, le mot de la fin, ira à la direction du CHU, de voir dans quelle mesure on peut améliorer les conditions de travail, notamment en réparant, si on peut dire ainsi, les box de consultation et en suppléant ou en achetant le matériel pour pouvoir faire fonctionner le bloc opératoire. Je vous dis simplement une chose, c'est que dans des services où tout marche bien, en moyenne on opère à peu près 20 patients par semaine, voire un peu plus. Mais actuellement au CHU de Brazzaville, on est à peut-être un patient, sinon 2, simplement parce que, pas qu'il manque des médecins qui peuvent le faire, mais il manque de matériel, il manque même des fils pour suturer. Donc l'ophtalmologie a un certain nombre de fils qui sont particuliers, parce qu'ils sont très très fins. Il manque même des fils, donc ça on ne peut pas. Donc sans les fils on ne peut pas. Donc ça c'est le plaidoyer à avoir. Comment est-ce que les autorités peuvent nous aider dans ce sens? Oui, mais ça c'est des questions à voir avec les fournisseurs locaux. Et généralement avec la direction, il y a toute une direction qui s'occupe des médicaments, il y a la CAMEPS, la centrale, qui est là aussi pour mobiliser ce genre de produits de santé. Donc, merci beaucoup, professeur. Merci à vous, vous avez suivi avec intérêt le professeur Atipo Tsiba, professeur agrégé Atipo Tsiba, Pépin William, qui est professeur spécialisé en ophtalmologie. Il nous parle d'une technique de la prise en charge des cataractes qu'on appelle la phaco-humidification, qui ailleurs est déjà une recommandation, une référence mondiale. Chez nous, c'est une particularité parce que très longtemps, ça a été un sujet des évacuations sanitaires. Maintenant, au Congo, comme il a dit, dans le cadre du partenariat privé-public, praticien au CEMO, donc à la clinique médicale optique, on peut prendre en charge. Mais la nouveauté, c'est que dans le souci d'accompagner les ménages congolais, compte tenu aussi de la situation socio-économique du pays, et nous avions entendu par lui-même que la phaco-humidification va bénéficier d'une réduction drastique en matière de coûts. Merci professeur pour ces innovations. Merci aussi pour votre nomination en la qualité de professeur agrégé. Merci à vous, au revoir et au prochain numéro. Merci.